Cette semaine, dans le balado, la haine est dans le pré, l'hostilité est dans la forêt et la terreur est dans la ville. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Ça, c'était préparé. T'as pas improvisé ça, là. J'avoue que j'étais préparé et... T'as des writers. Ouais, encore là, j'ai des droits d'auteur sur ces futures possibles séries télévisées, peut-être. Ça serait bon pour... ouais, c'est ça. Là, ils pourraient nous te prendre pour faire les taglines de films, là, pour les posters ou les cassettes VHS. Donc, ben oui, je voulais faire une petite continuité avec la semaine dernière parce qu'évidemment, la nature occupe un grand rôle encore cette semaine dans deux de nos films des sorties. Oui. Donc, menu assez costaud. Heureusement, on fera ça plus léger côté nouvelles et bandes-annonces. Ça a été plutôt tranquille. Ouais, vraiment beaucoup de sorties, puis on n'a pas réussi à tout voir non plus. Ben, écoute, non, ben, je pense en 2 semaines, c'est quoi, il y a comme 15 nouveaux films qui ont pris l'affiche, là. C'est assez ouais, puis la semaine prochaine, robuste. il y en a encore 4, 5, 6 qui prennent l'affiche et tout, puis ça, c'est... Ben, c'est qu'il y a des semaines où il y a aussi beaucoup de films disons plus indépendants qui ouvrent sur moins d'écran, mais là, il y a 3 sorties américaines majeures, style blockbuster et tout, fait que... Ouais, c'est un gros mois pour le cinéma québécois aussi, il y a quand même, une grosse sortie à chaque semaine. Les films étrangers aussi qu'on continue de recevoir. Donc, écoute, il n'y a pas de raison de ne pas trouver votre compte sur les grands écrans. Voilà. Ben nous, on enregistre le vendredi 10 mars. C'est les Oscars en fin de semaine. Bien sûr. Juste vous rappeler si vous n'avez pas vu. On a notre spécial Oscar. Écoute, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. C'est nos prédictions finalement. Mais c'est la deuxième fois qu'on le fait. Ouais, deuxième. Mais on a eu beaucoup de rétroactions positives l'année dernière. Fait que si vous voulez savoir notre avis ou juste avoir un topo, en fait, de ce qui est en nomination et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dimanche. Bien sûr, et bien lundi ou la semaine prochaine, prochain balado, le vainqueur pourra tirer la pipe du perdant. C'est ça, on fera pas un spécial post-Oscar, mais on en parlera dans nos sorties la semaine prochaine. Moi, j'ai vu passer une nouvelle, je sais pas si ça a coulé aujourd'hui ou hier, c'est le Hollywood Reporter qui rapporte qu'on aurait peut-être enfin finalement Betelgeuse 2, comment j'ai dit ça moi? Betelgeuse, Betelgeuse, j'ai comme mis les deux en même temps, Betelgeuse. Dis-le pas 3 fois, par exemple. Non, oui, excuse-moi, merci de m'arrêter à temps. Tim Burton serait de retour, Michael Keaton aussi, et la nouvelle coqueluche et star autour de laquelle serait l'histoire, c'est Jenna Ortega, qui jouerait le rôle de la fille du personnage de Winona Ryder. Il y a d'autres médias qui avancent aussi que Ryder et Catherine O'Hara seraient de retour également, là, fait que presque un casting complet. Mais c'est drôle parce que c'est pas confirmé, on est comme dans les rumeurs, mais quand ça se rend là, d'habitude c'est assez concret. Mais on dit aussi que ça serait avec Warner Brothers et qu'on pourrait commencer le tournage en juin. Fait que c'est même pas... C'est bizarre. C'est bizarre d'être en rumeur, mais que dans 3 mois, le tournage commence. Ça fait quelques mois, tu sais, je vois circuler, ça fait au moins 4-5 ans là, que les rumeurs d'un Beetlejuice 2 s'activent. Différents scénaristes ont même essayé là, de fournir une version d'un scénario que Burton a finalement toujours rejeté, ou Warner Brothers. Et puis, tu sais, j'osais jamais trop en parler parce qu'il n'y a comme pas eu de communiqué officiel, mais là, avec cette nouvelle-là que... Ça se réchauffe, là. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ce serait Brad Pitt et Plan B avec sa société de production qui produirait le film. Okay. Donc, quand même. Et puis, ben là, ce serait des retrouvailles pour Jenna Ortega et Tim Burton, parce qu'évidemment, elle fait partie de Wednesday, évidemment, la grosse série qui a cartonné pendant les fêtes. Probablement là que les discussions se sont peut-être amorcées entre les deux, probablement, je ne serais pas surpris. Et puis, ben oui, je pense que par sa performance de Wednesday, je pense qu'elle fit très bien dans cet univers de Beetlejuice, là, quand même. Mais on dirait qu'elle commence, d'après moi, c'est pas aussi anodin que ça s'ébrute cette semaine, parce que c'est avec la sortie de Scream 6 qu'on parlera tantôt. Mais... elle est en train de se faire un casting un peu à la Helena Bonham Carter, là, je sais pas trop, là, du Tim Burton, de l'horreur, du creepo. Je sais pas si elle va sortir de ça éventuellement, mais tant mieux, là, je sais pas. Ben, en tout cas, tant mieux si elle trouve un créneau qu'elle peut occuper. Ben, en tout cas, elle est toujours très bonne et c'est des projets intéressants. Fait que ça va être à suivre au fur et à mesure que d'autres nouvelles se confirmeront. Mais moi, juste de revoir Michael Keaton en Beetlejuice, je suis très excité. Ouais, qui va avoir pris un petit coup de vieux quand même. L'original, c'est quoi? 88. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait 30 ans là, et plus. Là.
Évidemment, ce serait très étonnant qu'Alec Baldwin revienne dans le film avec tout ce qui s'est passé. Même Jeffrey Jones aussi était impliqué dans il n'y a pas de pédophilie. Des trucs comme ça. Donc lui, fait que c'est ça va être Michael Keaton puis toutes les femmes de l'histoire. On va laisser tomber les hommes. Moi aussi, ça fait le tour de l'actu. C'est la seule que j'avais répertoriée cette semaine. Pour une fois que j'en pogne tu m'as scoopé. Niveau bande-annonce, par contre, il y a eu... c'est peut-être sorti la fin de semaine dernière, fait que vous l'avez peut-être vu passer depuis, mais le Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem, donc le nouveau TMNT. On a un teaser trailer qui appelle une petite courte bande-annonce pour août 2023. Mm-hmm. Mais là, le retour des Tortues Ninja est pour la première fois au cinéma en dessin animé. Ouais, depuis 2007 quand même, ça remonte un méchant bain. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ben oui, cette espèce d'altération qui avait eu des dérivés là, de jouets et de cette stylistique-là des Turtles, mais j'ai pas vu ce film-là. Je savais pas s'il était très enfant ou... Écoute, moi, je l'avais vu avec mon garçon qui avait peut-être 8-9 ans à l'époque. Et bon, honnêtement, c'est très divertissant. Je trouvais ça assez réussi comme approche. Puis par après, la dernière chose qu'on avait eue, c'était Michael Bay et eux au look... sur stéroïdes. Oui, c'est ça. Et multiples explosions et la totale. Ouais, ça, c'était pas... Donc, on revient aux sources. C'est la bonne nouvelle. C'est quand même produit par la gang de Seth Rogen. Oui, c'est ça. Evan Goldberg, Seth Rogen, puis j'oublie l'autre... James Weaver, je sais pas si... Et le scénariste Brandon O'Brien a travaillé avec eux sur les 2 films de Neighbors. OK. Donc, je pense qu'on va retourner à un style d'humour peut-être un peu plus juvénile, justement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs. Ah, ils ont l'air très ados, d'ailleurs, les Tortues Ninja. Qu'on croit comprendre, c'est au début de leur ère de combattre le crime. Effectivement, je pense qu'ils sortent de leur carapace. De leur carapace, oui, des égouts. Effectivement, pour se faire connaître, se révéler au grand jour. Puis ce qui est le fun de ce que je lisais, c'est que c'est vraiment 4 ados qui vont incarner les Tortues Ninja. Ouais, les voix, là, c'est ça. C'est des jeunes qui commencent à peine, ils ont genre 13-15 ans. Pas trop de projets, mais comme toutes les autres, là, c'est des méga vedettes. Et Lister, là, il va avoir une multitude de méchants là, et tout. Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Rose Byrne, Seth Rogen qui va faire Bebop, John Cena, Rocksteady, là, fait que le sanglier, cochon, puis rhinocéros. Ouais, rhinocéros, Ice Cube et Jackie Chan va faire la voix de Maître Splinter. Ça, c'est hot, là. Ben oui, c'est excellent, tout à fait. Fait que moi, j'ai vraiment hâte. Surtout que le mois d'août est pas une grosse période pour les blockbusters l'été. C'est un mélange de dumping, donc de ceux qui ont jamais réussi à être placés. Mm-hmm. Mais ça peut toujours être ouvert pour les petits coups de circuit. Là. On se souvient, il y a quelques années, par exemple, de Meg, là, qui était sorti tardivement, mais il avait fait vraiment beaucoup d'argent. La preuve, c'est qu'il va y avoir un de Meg 2 cet été, je pense. Mm-hmm. Parce que c'est ça, les gros qui veulent couvrir tout l'été, les Disney, les gros trucs sortent mai, juin, même juillet, ça commence à être tard. Fait que quand tu arrives au mois d'août, ben, si ta nouveauté est rafraîchissante, il y a moyen de passer à la caisse. Effectivement, ça peut être une sortie assez stratégique qui pourrait être payante. Et puis, écoute, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans la bande-annonce, c'est le style de visuel aussi, qui est très différent. Ça ressemble beaucoup un peu au Spider-Man là, de Cross the Verse et tout ça. Donc, on a un style d'animation quand même très dynamique, mais assez original. Qui ressemble beaucoup un peu à du dessin, il y a un style très bande dessinée, là, old school. Et puis, ce qui fait bien pour les Turtles. Ouais. Et d'ailleurs, le prochain Spider-Verse sort, j'ai oublié, mi-juin, début juin, je pense. Ça, ouais. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont allés un bon 8 semaines plus tard. Là, Puis ce qui est hot, c'est que le visuel s'est inspiré des sketchs que le réalisateur Jeff Rowe faisait, lui, quand il était ado. Dans ses cahiers d'école et tout ça, de notes. Fait que ça faut croire que c'était un grand fan déjà à cette époque-là. Puis, écoute, ils ont conservé ce design-là, ce look-là. Fait que, quand même pas si pire. Et justement, c'était un des co-créateurs de Mitchell vs. The Machines, qui a quand même connu un grand succès sur les plateformes. Là. Donc, fait que ça y a ouvert, évidemment, grand les portes, je pense, ce succès-là. Et dans un genre animé, mais... peut-être plus jeune, la fameuse Petite Sirène va avoir sa première bande-annonce. Disney a annoncé que dimanche, pendant la cérémonie des Oscars, amenée dans un bloc publicitaire,
on aurait la fameuse première bande-annonce complète pour Disney qui sort le 26 mai de mémoire. Jusqu'à maintenant, on nous avait juste titillé un petit peu. Ouais, c'est ça. Il y avait un petit teaser. Il y avait eu un petit 30 secondes, je pense que c'était au Super Bowl qui avait circulé. Puis là, ça va être la totale, fait que ça va être sur les médias sociaux aussi. Je sais pas s'ils le gardent vraiment pour la soirée des Oscars, des fois, comme les pubs de Super Bowl, tu sais, on dit ça, mais... Ils sortent un petit peu avant. Ouais, la journée même ou quoi que ce soit. Là. Fait que bref, on pourra en discuter la semaine prochaine. Et on parlait la semaine dernière avec Strays, on disait vraiment les comédies, là, au cinéma, on en voit moins. Bon, ben, il fallait le dire pour que ça arrive. C'est peut-être parce que la saison estivale est à nos portes. Puis, on n'est même pas au printemps encore, mais en tout cas, niveau mise en marché, là, on ressent déjà les films de l'été. Puis Jennifer Lawrence qui va être la tête d'affiche de No Hard Feelings, une comédie aussi un peu vulgaire, sexuelle, qui nous vient de chez Sony Pictures, qui est réalisée par Gene Stupnitsky, qui a fait Good Boys récemment, mais il a aussi travaillé sur The Office, il avait scénarisé Bad Teacher, fait que ce genre de projet. Comment tu résumerais rapidement Écoute, ça semble être une fille qui a comme pas trop de moyens, qui a des problèmes financiers peut-être, et dont elle va trouver une annonce sur Craigslist qu'un couple de parents là, cherche peut-être dépuceler leur... déjà aînés, dépuceler leur fils avant qu'il aille à l'université. C'est ça, effectivement. Donc, Jennifer Lawrence joue quelqu'un de son âge, donc 30 ans là, à peu près aujourd'hui. Donc, un jeune garçon de 19 ans. Fait qu'elle va essayer de le séduire, mais ça semble être un peu c'est ça, parce qu'il ne paye pas directement. Ouais. Lui, il ne faut pas qu'il sache qu'il est payé un peu pour être là. Fait elle essaie de coucher avec, mais tu vois que lui, ça ne l'intéresse pas tant, mais ils vont développer quand même ouais, c'est ça, oui. Et ils vont développer une certaine amitié au travers de ça. Fait que des gags visuels, des jokes de jeux de mots, des calembours, voilà. Ça, fait que je crois que ça va être assez léger. Je me souviens pas de la sortie. Oui, au mois de juin, 23 juin. OK. Ouais. Voilà. Ouais, fait que bien hâte de voir ce succès-là. Surtout que Jennifer Lawrence n'a jamais joué dans des comédies comme telles, mais c'est quelqu'un qui est toujours très drôle en entrevue, Saturday Night Live, n'importe quoi. Un talk show. Beaucoup de réparties et tout. Oui. Fait que je pense que c'est un bon rôle pour elle, effectivement. Un bon genre exploité. Puis elle s'est faite quand même assez tranquille là, dans les derniers 2 ans. Je sais qu'elle a accouché aussi, elle a donné naissance. Ouais, c'est comme un petit comeback. Là, c'est parce qu'il y a eu... j'ai oublié, mais c'était sur Netflix, là, le film de fin du monde avec DiCaprio. Oui, c'est vrai, oui. Mais ça fait quoi déjà? Un an et demi? Non, c'était à Noël. Le décembre 2021. OK. Ça fait 1 an. Mais les tournées promo et tout sont moins intenses des films de plateforme que des films cinéma. Là. Il y a un tapis rouge, puis ça finit pas mal là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Mais oui, elle a aussi fait, contrairement à bien d'autres comédiens et comédiennes, si je me souviens bien, sa grossesse et tout était plus secret. Là. Elle s'est juste retirée, elle a vécu ça et tout, que de faire plein de plateaux télé. Je pense sur la tournée promo de... j'oublie comment ça s'appelle, ce film-là. Là. Mais c'est-tu Adam McKay qui avait fait ça? Oui. Puis je pense qu'elle était enceinte sur quelques... plateau peut-être, fait qu'après elle a géré ça et tout. Bref. Oui, donc, on l'a moins vu que quand elle était dans 2-3 blockbusters à l'époque des X-Men, entre autres. Et Hunger Games. Donc, à voir fin juin, No Hard Feelings, si vous aimez les comédies vulgaires, je pense que ça va être intéressant. Qui va sûrement être traduit par Sans rancune ou quelque chose comme ça. Mais il y a peut-être un jeu de mots avec Getting Hard là, qui est comme bandé. Fait que je sais pas s'ils vont dans la traduction faire quelque chose qui ressemble pas à ça, mais qui a un jeu de mots grivois au travers. Là. De très bonnes chances. Donc voilà le tour. On souhaite notre la meilleure des chances aux traducteurs. Donc, c'est les bandes annonces pour cette semaine. Alors, plongeons dans ces sorties, cette grande fin de semaine de sorties cinéma. On va le dire avec le Québécois en premier? Oui, bien sûr. Bon, alors, Crépuscule pour un tueur de Raymond Saint-Jean. Oui, mettant en vedette Éric Bruno, Benoît Gouin, Rose-Marie Perrault et Sylvain Marcel. Une distribution
tout étoile et surtout très investi dans ce film-là. On est en 1979 à Montréal et on va suivre le redoutable tueur à gages Donald Lavoie, joué par Éric Bruno, qui travaille sous les ordres de Claude Dubois, mais pas le chanteur qu'on connaît, mais celui qui a le clan Dubois, joué par Benoît Gouin, qui est le boss de la pègre du sud-ouest de Montréal. C'est pas des motards, pas des mafieux, mais c'est des activités illégales là, de contrôle de bar, de vente de drogue, ce genre de choses. Mais éventuellement, dans ces activités-là, lors d'une arrestation, la confiance entre Lavoie et son patron va venir à s'effriter, ce qui va menacer leur relation et peut-être la sécurité de Donald Lavoie. Donc, un très bon film policier pour ceux qui aiment ce genre-là, mafia, crime organisé, un film très solide. Moi, ce que j'ai aimé, on évoque, on est dans un film d'époque des années 70, et on évoque aussi ce style-là cinématographique américain. Donc, on pense à des films comme Dog Day Afternoon, The French Connection. J'ai bien apprécié cette réalisation assez sobre. On s'entend que c'est un film qui a un peu moins de moyens que Confession, pour ceux qui auraient peut-être vu le film de Luc Picard l'été dernier. Mais on touche un pan d'histoire que moi, je ne connaissais pas. J'avais jamais entendu parler de ce personnage-là, qui est quand même assez intéressant, d'autant plus qu'au Canada, c'est pour lui qu'on a créé ça a été le premier témoin placé, premier délateur du crime organisé dans le programme de protection. Des témoins, c'est ça. Donc, éventuellement, il a purgé une certaine peine, puis après ça, on a changé son identité, on l'a relocalisé. Fait qu'il doit être encore vivant aujourd'hui, j'imagine. J'imagine, ça dépend toujours, mais il doit avoir genre de 80 ans quelque part, puis il va aller voir le film subtilement amené, peut-être. Ouais, j'espère qu'il va apprécier. Et vraiment, la distribution toute étoile, très solide. Le duo Bruno-Gouin sont vraiment intéressants à observer. Puis Sylvain Marcel comme policier... arrogant et confiant quand même, là, il y a ça. C'est sûr que ça fait quand même c'est parce que comme tu dis, c'est un moment important ces temps-ci, la police n'a pas toujours bonne presse, mais je pense que dans des affaires criminelles comme ça, c'est très important là. la loi et l'ordre dans une certaine mesure là, c'est pas là-dedans qu'il y a nécessairement de l'abus de police là. Fait qu'il y a pas une glorification, mais il y a un enjeu important de la police dans toute cette histoire-là, t'sais. Puis c'est intéressant aussi. C'est quand même un bon défi, là, reproduire les années 70 avec un budget limité. Là. Écoute, je sais pas c'est combien exactement, mais en entrevue, Raymond Saint-Jean comptait justement, oui, on trouve des vieilles voitures des années 60-70 qu'on glisse là, mais il y en a 1 sur 10 qui roule pour vrai. Là. Les autres, ils n'ont pas de moteur, ils sont juste placés là, mais ça coûte une fortune de les amener sur des remorques, des placer, des pousser, tout est cool. Tu mesures tous tes angles de caméra pour être sûr que tout cadre, mais c'est un... les films d'époque, c'est toujours compliqué. Puis il y en a quand même plusieurs. Oui, il y a je sais plus c'est quoi, mais la voiture du personnage d'Éric Bruno, de Donald Lavoie, mais les voitures de police aussi, là, ça doit être encore plus rare trouver une vieille voiture de police des années 70 que juste une vieille Cadillac. Oui, j'imagine. Ouais. Puis choisir des lieux aussi là, qui sont pas trop contemporains, parce qu'évidemment... Tourner dans un café Internet. Ouais, c'est ça. Mais pour les devantures et tout ça, là, fait que... Oui, c'est ça. Puis il comptait également, il racontait qu'ils ont... Rapidement, ils ont voulu éviter là, les clichés de l'époque, donc le brun-orange sur tout. Oui, il y en a, mais c'est pas vrai que les gens s'habillaient 100% comme ça. Là. Oui. On a un épisode spécial qui va paraître, ou peut-être qui est déjà paru au moment où vous écoutez ça, où on a pu discuter avec Raymond Saint-Jean, donc le réalisateur et co-scénariste. C'est vraiment lui qui a mené le projet là, depuis le début. Et les comédiens Éric Bruno et Benoît Gouin. Super intéressant aussi, je pense que j'ai monté l'épisode hier, puis on le mentionne dans l'introduction, mais je peux le redire. Je pense qu'on a posé 4-5 questions, les gars se renvoyaient la balle là, un l'autre. Ouais, mais moi aussi je voudrais rajouter que il y a des petits moments où tout le monde parle en même temps là, pour puncher ou quoi que ce soit, mais ils sont vraiment investis de ça, parce que tu comprends que Benoît également ont fait beaucoup de recherches pour pas trouver la vérité, mais à être le plus authentique par rapport à ce qui s'est passé. Après, oui, le scénario va être romancé un peu, mais on veut quand même pas idolâtrer ce tueur-là, mais juste rappeler ce pan de l'histoire. Moi aussi, c'est fou, là, ça s'est passé à Montréal, là, toutes ces recels-là, puis ces histoires de
qu'on pense associer vraiment à, soit vraiment la mafia italienne ou Mom Boucher, que c'est plus ce qu'on voit dans Confession des années 90-2000, mais non, des années 70 aussi, il y avait du monde qui te pétait la gueule, puis on venait te voir, puis ouais, t'es sûr que tu veux pas acheter la protection pour ton bar? Non, j'ai pas besoin. Ah, ben c'est drôle, tu t'es fait vandaliser puis casser la gueule le lendemain, fait qu'on revient te revoir. Il me semble que tu devrais la prendre. Ouais, c'est beau, je vais la prendre. C'était de la petite racaille, fait que c'est pas nécessairement du gros trafic de cocaïne ou d'héroïne, mais juste de... C'est ça. C'est ça. Puis là-dedans, ben, le personnage de Donald Lavoie, le personnage, la personne qui est, ce qu'on comprend, c'est un soldat, c'est un bon soldat. Ouais. Lui, il est dans une situation où il n'a jamais vraiment eu de famille. Ça, c'est sa nouvelle famille, fait qu'il est un homme de main. C'est un des meilleurs exécutants. Mais le film va pas montrer comme on glorifie la violence, puis c'est cool quand il tue quelqu'un avec un marteau, des affaires comme ça. Mais on n'est pas non plus dans comment... On va voir un peu de son backstory, sa relation avec son frère, des choses comme ça, mais c'est pas comme un événement marquant quand il a 8 ans, puis comment il va devenir de même. C'est comme, non, on est en 79, ça fait déjà une couple d'années que ça opère, puis on va aller jusqu'au début des années 80 où là, justement, ça va être plus difficile. La soupe devient chaude, effectivement. Ouais, exactement. Et ce qui a fait se renommer, ben, effectivement, tu le dis, c'était un tueur à gages, en fait, au sol du clan du Bois, donc qui est reconnu d'avoir tué une vingtaine de personnes. J'ai en tête 24. Dans ce coin-là, en tout cas, donc ça, c'est assez remarquable. Et tu le dis, dans l'épisode spécial, ce qui est le fun, c'est qu'on sent leur plaisir des comédiens d'avoir joué dans le film aussi. Tu vois qu'ils ont de belles complicités entre eux. Puis, ils portent le projet vraiment haut et fort. Donc, vraiment, le film, un très bon film à voir, Crépuscule pour un tueur. Puis c'est ça, comme tu as fait la comparaison avec Confession, mais si vous avez aimé l'un, vous pouvez très bien aimer l'autre. C'est pas une redite. C'est un complément, tout à fait. C'est ça, c'est ça donne, c'est un drôle d'adon que les deux films sortent à 7-8 mois d'intervalle, mais c'est deux époques différentes, deux façons de compter le film différent, comme tu as mentionné d'entrée de jeu. Ici, on est vraiment dans l'hommage au film plus des années 70 et tout, que la narration puis la voix off que Luc Picard avait mis pour Gérard Galland, quelque chose comme ça, exact. Fait que voilà. Puis je te lance, j'ai pas répondu à la question moi-même, mais un petit défi, un petit jeu. J'ai recensé 4 films criminels du monde interlope, comme on dit, québécois. Comment tu les classerais entre Crépuscule pour un tueur, Confession, Arsenault et Fils, puis Mafia Inc. Ouais. T'es-tu capable de mettre le top 4? Parce qu'ils sont tous un peu différents. Je me souviens que moi, je suis vraiment un gros sucker pour Marc-André Grondin. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que Mafia Inc. Pods aussi, que j'adore. Ça, Mafia Inc. m'avait beaucoup je pense que marqué. Mais Arsenault et Fils c'est lui qui a le plus easy listening, le plus facile, je trouve, à écouter puis embarquer. Puis que, comme je disais quand on en parlait cet été, tu sais, je serais pas surpris que dans 6 mois, on apprenne que les États-Unis ou qu'ailleurs dans le monde, on achète les droits puis qu'on l'adapte. T'sais. Mais moi, je pense que j'irais Arsenault, Crépuscule, Mafia Inc. puis Confession. Ah ouais, ok. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que je mettrais Mafia en premier. Peut-être Arsenault deuxième, Crépuscule, puis Confession. Ouais, ou peut-être ça. Peut-être Mafia aussi. Mais oui, moi aussi, je pense Confession. Fait que, bref, je sais pas, ça dépend ce que vous aimez. Mais moi, j'ai préféré Crépuscule à Confession, mais c'est pas un jeu de qui est meilleur que qui, là. C'est juste des avis personnels rendus là. Fait que, on se ressemble quand même là-dessus. Alors, restons dans le crime. Du côté espagnol avec Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Oui, mais qui met en vedette 2 Français, par contre, Denis Ménochet et Marina Foy. Je sais pas si on prononce le S. Je sais jamais si c'est Foy ou Foy. Mais en tout cas, faudrait demander. Un jour, peut-être. Alors, on va suivre Antoine et Olga, qui sont un couple de fermiers français qui sont installés depuis quelques années, on comprend, dans un petit village de Galice, très, très bled perdu, dans le nord-ouest de l'Espagne. Puis ensemble, ils pratiquent une agriculture éco-responsable qu'ils vont vendre dans les marchés, trucs comme ça. Et ils vont restaurer des maisons abandonnées pour essayer de redonner un petit coup de jeunesse au village qui est juste quasiment hanté de ses vieux habitants et très moribonds. Mais on va comprendre que leurs voisins qui ont une ferme de chevaux, un élevage de chevaux, les frères Anta, les détestent vraiment beaucoup et ils vont monter une espèce de campagne de haine contre eux.
Et je préfère garder ça assez mystérieux sur ce pourquoi, parce que le film est ainsi fait que vous allez comprendre au fil du récit pourquoi il y a une tension entre les deux et comment tout ça va se résoudre. Fait que le moins vous en savez, le mieux c'est, je pense, le mieux vous appréciez le film. Fait que on est là-dedans finalement. Là, 2 couples de voisins, eux qui subissent beaucoup de cette xénophobie là, de leurs voisins et qui essayent de régler ça calmement par le dialogue, par la voix de la police également, mais il n'y a rien qui semble faire. Puis la hausse un peu des crimes augmente. Une escalade, un peu de violence. De tension. Fait que c'est une espèce de thriller psychologique comme ça. Et en fait, Sorogoyen avait dit d'entrée de jeu que il voyait ça comme un western contemporain et on le sent très bien, là, cette espèce de confrontation de un peu le village est trop petit pour nous, les hommes qui se retrouvent au saloon, au petit bar pour essayer de régler ça autour d'un whisky ou d'un X alcool, là, une espèce de bagos qu'ils peuvent prendre sur place. J'avais beaucoup d'attentes du film, personnellement. J'ai vu, il a gagné tout. Il avait été présenté à Cannes, mais à San Sebastian, il avait gagné le prix du public. Au Goyas, qui est les Césars ou les Oscars espagnols, a gagné 9 prix. Là. C'est énorme. Meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur pour Denis Ménochet, acteur de soutien, scénario, etc. Meilleur film étranger au César. Je comprends pas qu'il se retrouve pas aux Oscars dans les finalistes. J'imagine qu'il a été soumis. Là. Des fois, c'est dur de trouver cette info-là, là, mais je suis surpris qu'il se retrouve pas dans les finalistes. C'est incroyablement bon, là, ce film-là. Comment c'est fait? Je te passe le potager. Ben ouais, merci beaucoup. Tu me passes les tomates pourries. Le râteau, oui, c'est ça. Écoute, ben moi, contrairement à toi, quand j'ai commencé le film, j'avais en tête des images, je sais pas pourquoi, d'un autre film. Pourtant, j'avais vu la bande-annonce, mais c'est pas comme au film auquel je m'attendais. Donc, ça m'a pris comme peut-être un 15-20 minutes pour m'ajuster. Puis, il faut dire, d'entrée de jeu, c'est un peu lent à partir. Donc, il faut être patient au début parce que, justement, c'est assez cryptique. On comprend pas trop les enjeux. On est déjà dans l'histoire. C'est ça commence pas avec eux qui arrivent en Espagne. Ah, on va s'établir ici, chérie. Là. Tu comprends? Ils sont déjà dans cette ambiance-là. Ces moments de tension vont nous être révélés justement au fur et à mesure. Donc, il faut passer un premier 20 minutes, mais après ça, c'est quand même très gratifiant à regarder. C'est surtout, je dirais, l'environnement dans lequel on a créé ce thriller identitaire et psychologique. C'est une espèce de petit village perdu dans le montagne d'Espagne. De l'agriculture en montagne, c'est très bizarre. Ouais, fait que justement justement, c'est intéressant à voir. Les comédiens sont vraiment très, très bons, évidemment. Dont... le nom m'échappe, mais... Ménochet? Oui, Ménochet, donc... qui est toujours une force tranquille. Puis, le comédien espagnol aussi, j'ai oublié de noter son nom, Luis quelque chose, je pense, là, aussi, il est super bon. Il est très intense. Là. Oui. Moi, je connaissais pas Sorogoyen du tout. Là. Non je connais pas tant les réalisateurs espagnols, mais je sais que c'était un nom... Ben, j'ai compris maintenant que c'était un nom qui était très établi, très connu là-bas. Puis c'est en lisant une entrevue de Marina Foy avec dans la presse, là, je pense qu'il est paru cette semaine, évidemment. Puis elle comptait que, tu sais, elle connaissait notoriété. Puis lui, il l'avait vu dans Police il y a plusieurs années, en 2011. Il l'avait vu par après dans d'autres séries. Puis quand il voulait justement des Français dans son histoire, il a vraiment pitché le scénario à elle, en passant par son agent. Puis elle a demandé à son agent, c'est qui les autres Françaises qu'il rencontre par curiosité. Elle disait peut-être quand il y a des étrangers qui viennent à Paris, ils se déplacent, ils en prennent au moins 10-15, puis ils checkent la meilleure. Puis elle a fait comme, non, il y a juste toi, genre. Il veut vraiment toi. Puis elle était tellement flattée qu'elle a lu le scénario, puis elle a dit oui, mais elle n'avait pas mesuré l'ampleur de toute comme l'histoire et la profondeur que c'est. Ouais. Puis il y avait la barrière de la langue, parce que comme ils sont là depuis un bon moment, ben ils parlent espagnol, tu sais, mais là, les comédiens, il a fallu qu'ils apprennent, tu sais, ça a été un... Effectivement, un défi de plus. Oui, un défi de plus, mais elle dit, c'est drôle, au début, ça me bloquait, puis maintenant, ça m'a donné cette liberté-là, puis là, elle réalise que, à cette heure, la barrière de langue, c'est pas un défi. Si tu me donnes le temps d'apprendre la langue, je peux jouer... n'importe quoi, mais tu sais, je peux pas avoir l'air d'une Italienne. Ouais, c'est ça. Ben, elle parle un peu italien, en fait, parce que son père l'est, là. Mais mettons, en portugais, mais il faut toujours que j'aille l'air d'une Française qui parle portugais, là. C'est assez limite, là. Mais voilà, fait que, tu sais, super intéressant. Puis, fait comme on mentionnait, tu sais, c'est un film qui arrive à point dans cette espèce de dialogue. On sent une espèce de montée de... peut-être post-pandémique, de méfiance, de fermeture vers les autres. Ça fait
ça a brassé beaucoup de merde, là, toutes ces histoires de vaccins, de pro-choix, etc. Fait que peut-être ça arrive à point. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Ben oui. Que, lisez pas trop dessus avant si vous voulez pas voir comment va aller cette histoire-là et tout. Mais c'est ça qui a inspiré Sorogoyen, et c'est lui qui travaille avec ses collaborateurs habituels, là, son scénariste et tout. Fait que il a comme romancé autour qu'est-ce qui aurait pu arriver dans cette fameuse histoire de voisins. En querelle. Ouais, donc vraiment la belle découverte de la semaine, je dirais. Ouais. Asbestas, si vous aimez le cinéma étranger, allez-y. D'ailleurs, c'est ça, il y a beaucoup de sous-titres. Oui, c'est ça, c'est majoritairement, ça va se passer en espagnol. C'est sûr, quand le couple sont ensemble chez eux ou qu'ils parlent avec leur fille qui est encore en France, ils parlent en français, mais... Sinon, c'est en espagnol tout le temps. Là. Et moi, j'avais un grand plaisir de retrouver Marie Colomb dans un petit rôle quand même, mais qui avait été très bonne dans Les Magnétiques, qui était sorti l'an dernier. Ouais. Donc, vraiment... Qui joue leur fille. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une comédienne. J'espère qu'il va prendre encore plus de galons parce qu'elle est vraiment excellente. Et ce qui était... avant que j'oublie mon idée, c'est que aussi le film est quand même contient beaucoup de moments tranquilles, de longs... dialogue où la caméra est juste posée. Donc, il y a vraiment une excellente performance de comédien dans ce film-là. À 3 ou 4 reprises, là, on a des envolées de 6, 7, 8 minutes où la caméra bouge pratiquement pas. C'est une prise en continu. Donc, ça, il faut le faire. Dans les bars. Dans les bars. Dans la maison aussi, à un moment donné aussi, les deux se parlent. La fille et la mère, un peu plus tard dans le film. Donc... vraiment, là, au niveau d'une réalisation assez sobre, mais qui laisse toute la place vraiment aux comédiens. Très maîtrisé. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est la nuance entre faire les choses simples parce que tu sais pas quoi faire ou faire les choses simples parce que c'est ça qui doit être fait. Effectivement, qui donne encore plus d'impact à la scène. La musique aussi est quand même très anxiogène dans sa manière d'être. Il y a beaucoup de tension quand Ménochet prend des marches dans le bois, des choses comme ça. Leur chien est vraiment pas utile. Là. Il se fait n'importe qui siffle après leur chien puis il est super smart. Pas de contrôle dessus. Ouais, exactement. Il obéit, il y a pas de mic, il obéit à tout le monde. Tu sais. Fait que Asbestas, moi c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Je ne m'en cache pas. Fait que je sais pas si c'est offert dans plusieurs cinémas, mais sinon à tout le moins c'est le genre de film, comme on dit souvent, parlez-en à votre faites-le savoir à votre cinéma de quartier que ce film-là vous intéresse. C'est le genre d'affaires qui peuvent faire venir, ne serait-ce qu'en programmation spéciale. Des fois, j'en parlais avec d'autres propriétaires de salles. Je suis pas un propriétaire de salle, mais avec des propriétaires de salles qui disaient, il y en a beaucoup qui ont des ciné-répertoires tous les mardis ou une fois par mois, on présente un film, mais là, le bassin, l'offrande est grande, puis ils savent pas toujours quoi mettre. Ouais. Fait que des fois, ils vont y aller avec le box-office ailleurs et la reconnaissance, les prix, etc. Mais ce film-là, je sais pas s'il va y avoir le box-office qui va suivre. En France, il y a eu un bon succès, par contre. Et en Espagne. Mais ici, je sais pas, là. Mais bref, glissez-en un mot, c'est le genre de film que vous allez pouvoir voir dans ce contexte-là et apprécier. Puis, tu parlais du début un peu lent. C'est un film aussi qu'on a vu en plateforme, là, qu'on a écouté comme chez nous. Fait que moi, c'est toujours un petit peu plus difficile, la qualité du son sur ma télé ou des fois, je mets des écouteurs, là, mais c'est comme moins hot qu'en salle, on s'en cache pas. Là, effectivement. avec un logo en filigrane en plein milieu de l'image et tout. Fait que si je capote sur un film dans ce contexte-là, chez moi, c'est sûr qu'en salle, c'est encore mieux. Là. Alors, restons dans la thématique de la terreur avec Scream 6 de Matt Bettinelli, Open et Tyler Gillett. Ouais, ça fait quasiment Batman, Matt Betty. Avec Belissa Barrera et Jenna Ortega, qui étaient deux des survivantes du Scream 5, mais Courtney Cox revient. Les deux, j'ai oublié leur nom, là, les deux jumeaux aussi, jumeaux-jumelles. Et on retrouve Aidan Panettiere, son personnage de Scream 4 qui revient. Et l'apparition de Dermot Mulroney, qui fait un policier dans ce film. Alors, on est comme le nouveau Dewey, un peu. Peut-être pas aussi niais, mais pas de moustache, par exemple. Ouais, effectivement. 1 an après le dernier massacre à Woodsboro. Donc, c'est 4 survivants, donc les deux sœurs et les 2 frères et sœurs jumeaux, finalement. On déménage à New York, où il y en a qui sont aux études, il y en a d'autres qui ont juste peur. Et tranquillement, un autre tueur
avec le fameux masque de Ghostface, semble les traquer à nouveau. Et commence à faire des ravages. Voilà, fait qu'on a quitté Woodsboro, on est à New York, un faux New York en fait, on est à Montréal dans les secrets de tournage. Puis ça s'est fait assez rapidement hein, parce que Scream 5, ou juste Scream, là, on se souvient de cette drôle d'idée-là de comment on appelle ça? Non, c'est pas un reboot. Ils disent... Un requel? Requel, c'est ça, qui est à la fois un reboot, à la fois une sequel. Avait pris la fiche. Devait sortir 2021, je pense, à cause de la pandémie. Elle était ressortie début 2022, mais été 2022, l'été dernier, on tournait déjà, et là, il est déjà en salle. Fait qu'on perd pas de temps avec cette franchise-là du côté de Paramount. Bref, écoute, j'ai même pas mis de notes, fait que je vais aller de mémoire surtout, mais... Mike, quelle a été ton appréciation? Je pense que c'est un genre que tu préfères quand même, là, cette espèce de horreur blockbuster, là, fait que, inquiétez-vous pas, on spoil rien, mais tu sais, le côté de... T'as plein de blessures au couteau, mais au final, c'est pas vraiment grave, tu sais. Quand tu la reçois, on a peur pour toi, puis 10 minutes après, tu peux courir, tu peux donner des coups de poing, tu peux escalader, tout va bien, tu sais. Fait que... Mais c'est clair qu'ils en sont conscients. Fait que c'est un genre de dommage à ce genre de cinéma. Fait que le côté clever un peu de Scream, je trouve qu'il est un peu moins intense ici, ce que j'ai apprécié. Là. Le dernier volet est un petit peu trop pour moi, là, je trouve. Là. Mais ici, là, encore le bon vieux dialogue de « OK, on est-tu dans une suite? Qui est en jeu? » Les petits clins d'œil au code du genre. Scream est un film d'horreur qui parle des films d'horreur. Fait que tout devient très méta, justement. Ouais. Fait que je sais que c'est très à la mode et ça les gens apprécient. Moi, trop c'est comme passé, je trouve. Mais ici, on a bien dosé. Mais on est rendu au 6e film de la franchise où on a toujours quelqu'un de l'entourage et autour d'eux qui leur en veut pour une histoire de vengeance. C'est toujours ça. Ou de fame, de célébrité. Oui, donc faut croire qu'il y en a qui sont vraiment pas chanceux dans la vie parce que être traqué pendant 30, 20 ans, 25 ans, déjà le premier. D'ailleurs, on ne voit pas le personnage de Sidney Prescott, il faut le dire, interprété par Neve Campbell, qui a passé son tour cette fois-ci. Oui, on se souvient justement au printemps dernier, qui était en négociation longtemps, mais elle trouvait que c'était risible le montant qu'on lui offrait, ou que c'était pas à la hauteur de ce qu'elle a donné à la franchise. Effectivement. Et donc, on a dû remanier pas mal le scénario en fonction de ça. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Petite préférence pour celui d'avant, honnêtement, mais quand même, les nouveaux réalisateurs, nouveaux, parce qu'ils avaient quand même réalisé l'autre d'avant aussi, mais je pense qu'ils ont un très bon sens de créer des scènes de tension, de bien tourner ça, même, je pense, mieux que Wes Craven, honnêtement. Je pense qu'ils font un meilleur boulot à ce niveau-là. Donc, ça, je pense qu'ils ont ramené vraiment du côté horreur et tension. Oui, tout à fait. Et donc, vraiment dans le langage visuel cinématographique, visuellement, c'est intéressant. Après ça, il faut juste embarquer dans l'histoire. Il faut laisser toute logique, évidemment, à l'entrée du cinéma. Ça fait partie un peu des conventions des slasher films d'ailleurs. Puis le malin plaisir, c'est de deviner évidemment qui se cache derrière Ghostface encore une nouvelle fois. Et à ce niveau-là, ça se défend, c'est correct. Là, c'est pas. Je pense que dans la franchise, je pense que c'était le 3 qui était le pire, honnêtement, là, dans les fameux twists. Ouais, ça, c'est lui pendant qu'il tourne un film, justement. Ouais, c'est ça, oui. Puis là, il se ramasse dans un manoir. Je les ai écoutés dans le temps des fêtes, là. Il y en a que je n'avais jamais vu. Justement, le 3, tout ce que je me souvenais du 2, je pensais que c'était le 3. Fait que quand j'ai vu le 2, j'ai réalisé que j'avais jamais vu le 3 finalement. D'accord. 3 et 4 et tout. Fait que voilà, fait que tu sais, c'est ce que vous pensez que c'est. C'est pas meilleur, c'est pas pire qu'un autre. La franchise Scream est en forme, puis on continue. Tout à fait. D'après moi, dans 3 semaines, on annonce un 7. Écoute, il y a de très bonnes chances. Mais honnêtement, le fait de changer aussi le lieu, d'amener ça à New York, redynamise un petit peu aussi la formule, là, veut pas. Là, puis ça leur permet de tu sais, malheureusement, Sidney, voyons, j'ai oublié ça. Neve Campbell n'est pas dans le film, mais on s'en ennuie pas non plus. Non. Ça aurait été à peu près lourdeau là, de continuer à traîner tout le monde. Il y a Gail qui est là encore comme la reporter qui arrive et justement, on a besoin d'un peu de sang neuf, fait que surtout que les nouveaux personnages sont quand même très attachants, ils sont sympathiques à voir, ils ont une belle chimie entre eux. Donc effectivement, je pense qu'on aurait pu se passer de Courtney Cox dans ce film-là. C'est correct qu'elle y soit, mais
ce serait peut-être le temps aussi de passer le bâton là, complètement, un peu à la manière de Creed, de tasser les legacy characters. C'est finalement. ça, fait que c'est dommage parce que c'est un peu la grande perdante parce qu'on lui a offert de l'argent, elle trouvait que c'était pas assez, elle dit d'abord j'aime mieux pas être là, puis elle est pas là, puis c'est pas grave. C'est ça, tout à fait. Ils la réinviteront plus, là, tu sais. Fait que c'est juste plate, ça finisse en froid un peu dans le cas. Je pense pas qu'elle est allée au tapis rouge, c'est la première. Ouais, non, je sais pas. Hein. Je sais pas c'est quoi les liens avec la production. Bref, Scream 6, une très bonne continuité. J'ai vu que, tu sais, malheureusement aussi, le dernier Scream a eu un bon succès critique et tout, mais il avait pas connu un gros week-end. Il était sorti ici au Québec, il était arrivé un petit peu plus tard. 2-3 semaines après quand les salles de cinéma ont pu réouvrir. C'est vrai, mais oui. Aux États-Unis, ici, c'était ouvert, mais c'est pas tout le monde c'était pas une très bonne période pour faire des activités sociales et ce genre de trucs-là. Fait qu'il y avait eu un week-end à genre 10 millions, là, personne ne faisait rien. Mais il a jamais fait plus de comme 28 ou 30 millions, je pense. Fait que si le cinéma est en forme puis que la mise en marché s'est bien faite, je pense qu'il suffit de 32 ou 33 millions pour être la meilleure ouverture pour un Scream pour cette franchise-là. C'est ce qui est projeté d'ailleurs. Ça serait le meilleur premier week-end pour les Scream. Ouais, voilà. Fait que, d'ailleurs, dans tous les films américains, là, on commence à en jaser. C'est lui qui est pressenti pour être la grosse sortie de la semaine. Et honnêtement, le fait que Ortega maintenant a explosé, c'est sûr que ça va amener tout un nouveau public là, qui l'ont découvert avec Wednesday, qui n'ont peut-être pas vu le Scream d'avant. Donc ça aussi pour les studios, c'est comme ils doivent s'en frotter les mains un peu quand même. Oui, c'est ça. Puis eux, ils ont dû l'avoir pour un prix modeste. Puis là, ses prochains projets vont coûter cher. Beetlejuice 2. Oui, elle va passer à la caisse. Autre film américain, on est plus dans la science-fiction, mais on reste un peu dans le suspense. 65, écrit et réalisé par Scott Beck et Brian Woods, fait qu'un autre film de duo d'amis finalement. On voit ça de plus en plus ça. Hein? Ouais. Et j'imagine ça a l'air quand même anxiogène et tout, réaliser un film est stressant. Je pense que si tu es habitué de travailler ensemble et que tu es capable de diviser, faut pas que tu sois en conflit, mais bien en travail ensemble. Là. Un peu, ça me rappelle au Québec, quand il y avait eu Ligne de fuite, que Catherine... j'ai un blanc sur son nom de famille, là. Mais elle avait fait la pièce de théâtre, fait qu'elle a adapté, fait qu'elle co-réalisait, mais elle dit que tu étais un petit peu plus dans la direction des comédiens, et Myriam Bouchard, elle était plus dans le placement de caméra et ces trucs-là. T'sais. Fait qu'ici, sauf que là, eux, c'est des duos de scénaristes. C'est eux qui avaient écrit, entre autres, A Quiet Place, le premier, avec l'aide de Krasinski également, mais je pense que c'était d'abord à eux le pitch. Ça met en vedette Adam Driver et deux jeunes enfants, là, deux jeunes enfants de genre 14 ans, là. Ariana Greenblatt qui jouait la Young Gamora dans le dernier Avenger Endgame, là, quand on la revoit. Là. Toute maquillée en verte et tout. Elle va être dans le film Barbie. Okay. Et Chloé Coleman, que j'étais là, on l'a déjà vu quelque part, c'est My Spice, c'est ça. Elle était dans Marry Me aussi, comédie romantique de février dernier. Et elle va être dans Donjon Dragon qui sort dans 2 semaines. Bref, qu'est-ce qui se passe en 65? Eh bien, on va suivre Adam Driver, qui est un astronaute qui va, à cause d'une petite tempête de météorites imprévue, s'écraser sur une planète qui est en fait la planète Terre. Mais on se situe 65 millions d'années avant notre ère, donc la Terre est peuplée de dinosaures. Fait que ça, c'est quand même un gros problème quand tu essaies de juste retrouver les morceaux de ton vaisseau pour pogner ton petit... vaisseau de secours, là, ton petit raft d'urgence pour pouvoir quitter la planète en vie. Et il y a plein de monde qui sont en dormance, mais on comprend qu'ils sont pas mal tous morts, sauf une fillette, justement. Mais fillette, je ferai pas fin, là, mais une jeune adolescente. Mais ils ne parlent même pas la même langue. Voilà. Fait que ça va être assez difficile de s'épauler, de travailler ensemble. Et on est dans cette espèce de pacing d'action. Fait qu'on est en science-fiction et en dinosaures. Déjà, ça vient répondre à la question, est-ce qu'un film de dinosaures, c'est du fantastique ou du science-fiction? Ben ici, c'est clairement du science-fiction parce qu'on a des super fusils du futur et des vaisseaux spatiaux. Et tout ça pacé dans un film de comme 92 minutes. Fait qu'on est dans l'action, dans le suspense, on perd pas de temps. Vas-y. Ben oui, et ça se maintient tout le long, honnêtement, c'est très rythmé. D'ailleurs, tu parlais de
des créateurs de Quiet Place et on sent cette filiation entre les deux films. Père qui tente de protéger sa famille, ses enfants. Sans trop parler. Problème de communication, effectivement, dans un monde post-apocalyptique. Fait que, moi, j'ai trouvé ça, honnêtement, c'est genre qui aurait pu se péter la gueule, honnêtement, mais ça s'assume pleinement pour ce que c'est. Je pense qu'Adam Driver, qui est toujours très intense et sincère, fait que le film fonctionne parce qu'on y croit. J'ai vu quelques critiques qui sont quand même assez sévères, honnêtement. Fait que vous fiez pas à ça. Je pense que c'est quand même un film qui est plaisant à voir en salle. Il y a de très bons moments de tension encore là. Les réalisateurs, ils ont fait quelques petits films, mais c'est vraiment des films plus indépendants là, qui n'ont jamais eu vraiment de grandes sorties. Okay. Mais visiblement, ils savent quand même mettre en scène là, des éléments de tension comme ça. Ouais, puis en fait, la plus grande qualité du film, c'est que la bande-annonce vend très bien ce qu'est le film. Oui, c'est pas autre chose que ce que vous pensez que c'est. Ouais. C'est lui qui se crash, puis qu'il faut qu'il s'en sorte, puis ils sont juste deux, puis il y a des dinosaures. Mais en plus, t'es dans le bois, t'es dans le terrain hostile. C'est le vrai Jurassic Park qui s'assume complètement. Ouais, c'est ça, exact. Là. C'est un peu comme dans Jurassic Park, la passe où la fourgonnette tombe en bas de l'arbre, puis là, ils sont comme dans l'enclos du T-Rex, puis là, il faut qu'ils traversent ça. Ben, c'est comme cette partie-là pendant 1h30. J'ai vraiment apprécié ça. Je suis pas sûr que ça va passer à l'histoire, hein, justement. Mais est-ce que tu veux parler de... On le sait dès le départ, en fait, c'est que on va garder du suspense sur pourquoi ils sont là 65 millions d'années avant. On va vous laisser le découvrir. Mais... voilà, mais c'est drôle parce que les deux réals disaient justement que ce qui les inspire, c'est qu'ils sont autant fans de films popcorn qu'ils appellent de blockbusters que de films plus d'auteur. Fait qu'ils ont essayé de mélanger les deux. C'est quand même réussi à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a autant des bonnes séquences d'action. Moi, la séquence de genre claustrophobie un peu où ils sont pognés dans des cavernes, dans des grottes et tout, là, je la trouvais très efficace, là, assez anxiogène, tu sais. Sans non plus être comme un film comme The Cavern où c'est pas 1h30 de ça, c'est quelques minutes, là, une scène en particulier. Puis c'est ça, mais ils ont construit des personnages crédibles avec tout ça, avec un backstory qui en a que celui de Driver est plus clair, celui de la jeune fille on le comprend moins, mais fait qu'on arrive vraiment à s'attacher au personnage. Donc c'est très efficace de faire ça en 1h30 parce que je pense que des gens moins doués aurait eu besoin d'1h45 peut-être pour faire ça, et c'est justement que le film serait devenu trop long pour la prémisse, t'sais. Fait qu'ici moi je trouve ça parfait là. Oui, ça devient au final un film plus popcorn que introspectif là, mais super cool à écouter genre. Un bon film popcorn à divertissement. Puis visuellement, c'est bien fait, c'est intéressant. L'enrobage, le scénario hyper classique, mais très bien fait, très bien écrit. Et cet enrobage-là de mélange de science-fiction et de dinosaures, fonctionne, honnêtement. Puis je me demandais à voir, ça n'a pas été tourné sur des green screen, là. Oui, on a acheté des dinosaures CGI, mais sur des lieux réels et tout. T'sais. Ça a été tourné beaucoup en Oregon, en Louisiane, puis un petit peu en Irlande. D'accord. Peut-être certaines shots, là. Fait que moi, je me demandais s'il était pas venu au Canada, dans l'Ouest ou quelque chose comme ça. Mais en Gaspésie, peut-être. Oui, c'est ça. Alors, rester aux États-Unis. Et pour la musique, c'est Chris Bacon, ou Bacon, je sais pas comment il le prononce, qui a fait la musique de Wednesday, justement. Fait que, aujourd'hui, tout est dans tout avec Jenna Ortega et cette série-là. Et Danny Elfman également. Fait que... oui, parce qu'évidemment... Au générique comme producteur, il y a Sam Raimi. C'est ça. Les deux ont une longue collaboration depuis tellement d'années. Mais on dirait que Danny Elfman a atteint un point qui se fait plus discret, ou peut-être il choisit plus ses projets que la quantité et tout. Là. Oui, il y a une époque qui était très présent. Là. Il faisait 3-4 bandes sonores par année. Tu sais, écoute, il doit recevoir encore annuellement un bon chèque juste pour la tune des Simpsons. Oui, tout à fait. Juste avec ça, il doit être bien. Puis ça, c'est tous les droits de suite et toutes les autres affaires. Fait que, je pense qu'il peut le faire par passion. Dans les autres sorties plus limitées peut-être, ou parce qu'on a de moins grosses attentes au box-office, Maniaque de film, I Like Movies de Chandler Levac. Mais c'est une Chandler Levac. Moi, je pensais que c'était un nom
masculin. Là, ouais, je ne veux aussi, pas faire ouais. de Surtout à cause de Friends, section peut-être. sexiste. Ouais, exactement. Mais en lisant, non, c'est une ontarienne. C'est un film canadien. Et des fois ou souvent, les films canadiens ont comme une petite coche en dessous du reste. Mais c'est vraiment pas le cas ici. On est dans ce qui est peut-être mon genre de prédilection, le coming of age. Pourtant, je n'écoute pas tant que ça, mais je pense que c'est toujours moi qui est en train de mentionner récit d'apprentissage et coming of age. On est en 2002 à Burlington, en Ontario. On suit un jeune cinéphile qui rêve d'étudier dans une prestigieuse université américaine, NYU, quelque chose comme ça. Il veut aller à New York, mais ça coûte comme 90 000 $ par année. Fait que là, il dit, bon, ben, j'ai besoin d'argent. Fait qu'il se trouve une job dans la chaîne qui s'appelle Requels, là, un genre de super club Vidéotron ou de Blockbuster, finalement, au club vidéo local. Sauf qu'on va réaliser que c'est quelqu'un qui est quand même assez imbu de lui-même, puis que même en proie à parfois des crises d'angoisse, puis il va tout reporter ça sur ses frustrations, sur ses amis, puis sa famille. Fait que tu vas suivre quelqu'un qui est attachant, mais c'est pas un héros, là. Il y a ses faiblesses aussi. Fait que c'est vraiment bien joué de ce côté-là, je trouve, pour arriver à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui finalement, puis à s'attacher à sa manière d'être, tu sais. Puis il y a beaucoup de clins d'œil au 7e art au cinéma, pas nécessairement dans la mise en scène, mais dans le fait qu'il travaille avec le vidéo, les films qui parlent, les nouveautés de l'époque de ce 2002-là. À un moment donné, avec un de ses amis, il veut voir au cinéma, dans un cinéplex Odéon, parce qu'on est au Canada, Punch Drunk Love. Puis là, il capote parce que c'est le nouveau Paul Thomas Anderson. Puis son ami, comme, ah oui, je le trouve drôle, Adam Sandler. Puis il dit, non, mais ça sera pas ce que tu penses. Puis blablabla. Puis il arrête pas de capoter là-dessus. Puis c'est vraiment un nerd de cinéma qui fait un peu de film, mais qui va penser qu'il est vraiment plus hot que ce qu'il est juste parce qu'il aime beaucoup ça, puis il écoute plein de films, puis ils en font pas mention là-dedans, mais ça fait penser à tous ceux j'ai connus plus tard, qui tripaient sur Tarantino en disant hey, Tarantino il travaille dans un club vidéo, il est pas allé à l'école de cinéma, puis c'est le même qui fait des grands films, puis tout, puis tu sais. Je suis capable, s'il est capable. C'est ça, mais c'est pas. Il y en a combien tu penses qui ont travaillé dans des clubs vidéo, puis que ça a jamais marché de même non plus, là, tu sais. Fait que. On alterne beaucoup entre ce type de drame social réaliste, de mère monoparentale, puis en fait, veuve, qui ont pas assez d'argent pour ses ambitions, mais que lui est un peu fainéant au travers de ça. Des fois, on tombe vraiment dans la comédie loufoque. Il me faisait penser des fois un peu à un genre de Cartman de South Park, mais pas aussi intense puis acerbe, là, sinon ce serait intolérable de le suivre, ouais. Mais ce petit côté-là hautain par rapport à ses amis, par rapport à les autres des imbéciles, moi je m'y connais plus, tu sais. Puis c'est ça, fait que c'est un peu exubérant comme personnage, mais à la fois très crédible. J'en ai connu des gens comme ça existe, il est pas over the top, tu sais. Puis ses collègues de travail aussi se restent attachants dans le club vidéo, et tu comprends aussi qu'on est en 2002, il y a des rushs au club vidéo, là, c'est pas la mort des clubs vidéo, c'est quand même un art de prime des DVD et des choses comme ça, ouais. Puis tu te retrouves aussi avec des collègues qui ont, tu sais, lui il a comme 16 ans peut-être, travaille là, ses collègues en, mettons, 24. Fait que ce clash-là de comment tu penses que t'es comme eux, mais t'es un enfant par rapport à eux, mais aussi pourquoi ils se retrouvent à travailler là, pourquoi sa gérante de 25 ans, elle travaille temps plein dans un club vidéo, t'aspires à plus que ça, fait que ça va mettre des relations entre ces gens-là, exactement. Ben moi, ça me parle beaucoup, j'ai l'impression que c'est un peu ma vie, fait que c'est quand même assez drôle, parce que honnêtement, j'avais cet âge-là quand j'ai commencé à travailler dans un club vidéo. C'est ça. Puis effectivement, mes amis, puis je venais d'arriver à Québec, puis j'avais pas un grand cercle d'amis, mais c'était toute cette gang-là avec qui je travaillais, qui était à l'université, alors que moi, j'étais au cégep. Fait que j'avais, 17-18, eux, il y avait 22-23. Fait que c'était vraiment drôle. Fait que moi, c'est certain que ça va être dans ma liste de choses à voir. C'était-tu justement un gros Vidéotron, quelque chose comme ça que tu travaillais? Non, on était dans un petit club indépendant, puis ce qui était le fun pour Québec, on avait beaucoup de films répertoires, beaucoup de films en anglais aussi. Fait que non, on avait du choix, mais c'était juste un peu avant l'explosion des Vidéotrons. Fait que ça, je m'en rappelle là, quand on commençait à arriver. Des tonnes de copies. Ouais, ça nous a quand même fait mal, là, honnêtement, je m'en cacherai pas. Mais on desservait quand même ça, une clientèle là, quand même très cinéphile.
justement, qui allait voir les films au Clap, qui étaient proches. On était proche de la pyramide pour ceux qui sont de Québec. Puis, beaucoup de nos clients, c'était des joueurs des Nordiques de Québec. Ah ouais? Okay. Ouais, fait que j'en ai servi quelques-uns. Adam Foote, puis Chris Simon. Puis, écoutez quoi? Prenais-tu des pornos? C'est trop long. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de films anglais, c'est pour ça qu'il venait. Effectivement, c'est ça, ouais. Fait qu'il venait checker les blockbusters, mais c'est ça. Il prenait pas des Bergman, là. Non, c'est ça. C'était pas des consommateurs de films de répertoire. C'est ça. Mais écoute, ça fait tellement longtemps. Mais c'était cool, là, tu sais, à l'époque. Tu vois ça, puis voilà. La petite anecdote, le petit aparté. Ils ramenaient-tu leur film en retard, eux autres? Puis y avait-tu une pâteau à ses amendes? Il ramenait VHS pas rembobiné, mais c'était pas grave. Puis... Effectivement. Oui, puis ça c'était avant l'époque des DVD, fait que ça c'est rien pour me rajeunir. Ok, fait que toi c'est plus fin 90, mettons? Milieu 90. Ici dans le film, on comprend, t'es en 2002, fait que c'est beaucoup des DVD, mais des fois ils rembobinent des cassettes. Là. C'était le chemin où il y avait les deux. Là. Ouais. Puis, bref. DVD, c'est peut-être 18-19 qui ont commencé à arriver là, tranquillement, mais t'avais, de mémoire, je pense que t'avais juste Warner qui en commercialisait au début, t'avais un studio qui lançait. Ouais. Puis, dernière note sur le film, j'ai repensé aussi à High Fidelity, là, qui était une comédie romantique avec John Cusack. Puis il y avait Jack Black aussi, qui est comme son employé, trop intense, mais c'est une coche de moins que ça, parce que le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom du personnage, ni du comédien, mais en tout cas, tu sais, il est bon avec les clients, là. Il est pas comme l'autre Jack Black, il est comme « T'écoutes ça, c'est de la merde, genre blablabla, je refuse de te vendre Britney Spears, va-t'en d'ici. » Puis l'autre est comme « Tu sais, il faut que je fasse des ventes, là, pourquoi tu refuses? » Mais il est pas de même, là. C'est juste qu'il est passionné de films, c'est comme il dit, c'est « I like movies », il veut tout voir, il veut tout connaître, puis voilà. Un film américain, Champions de Bobby Farrelly, qui met en vedette Woody Harrelson, qui est condamné pour inconduite en état d'ébriété alors que c'est un entraîneur de basket qui s'en allait vers les ligues majeures de plus en plus. Mais là, il va être obligé de prendre en charge une équipe formée de déficients intellectuels pour faire un peu le chemin de sa rédemption. C'est le remake d'un film espagnol de 2018, Campeones, qui n'a pas passé ici, n'a pas été acquis, on l'a pas vu, on sait pas c'est quoi. Fait que c'est quand même le message inclusif un peu cliché que vous pensez que c'est. Le film n'est pas mauvais pour autant, mais c'est la bonne foi, l'ouverture vers les autres et tout. J'ai hâte de voir c'est lequel quel côté humoristique des frères Farrelly, d'ex-frères Farrelly, parce qu'ils étaient les deux, Peter et Bobby à une certaine époque. Parce qu'ils ont quand même fait quelques comédies assez acerbes, assez... début 2000, les autres, c'est Marie, un je ne sais quoi, Le Superficiel, on parlait de Jack Black. Dumb and Dumber, Me, Myself, Irene. Donc, il était très bon dans la comédie conceptuelle, mais là, lui, il a pris une tangente plus à l'eau de rose ou plus... Fever Pitch. Puis The Notebook aussi, là, Green Book. C'était The Green Book qui avait gagné il y a quelques années. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Donc, il avait comme vraiment changé de registre complètement. Puis, fait que j'ai hâte de voir, parce que ça peut être très, très drôle. C'est une comédie quand même assez noire, un peu cynique. Je pense pas qu'on va là-dedans. Si dans les bons sentiments, ça peut être un peu casse-gueule, mais je suis curieux de voir. Ça pique ma curiosité. Des critiques que j'ai vues honnêtes, comme vous avez compris, on l'a pas vu, là. On n'a pas juste ça à faire. Non, mais j'ai pas eu le temps, mais je serais curieux d'aller le voir. J'aime toujours les films de sport. Pour Farrelly et Woody Harrelson, parce qu'il avait joué justement dans Kingpin, le roi de la quille. OK. Qui n'était pas leur meilleur, je dois avouer. Puis ce qu'on dit, c'est que Harrelson est égal à lui-même. Là. Il a atteint ce stade des acteurs un peu à la Bill Murray qui joue lui-même. Oui, tout à fait. Oui. C'est pas la première fois. Il avait fait un film de basket avec... White Man Can't Jump. OK. Il a fait plusieurs films de basket d'abord parce que c'est pas ça que je pensais. Je pensais avec Will Ferrell, là, qu'il rachetait les Tropic Thunder. Je l'ai pas vu. C'est un des rares Will Ferrell que j'ai pas vu. Semi-Pro, c'était oui, exactement. C'est ça. Donc, il était dedans. Puis... Harrelson joue le rôle c'est comme le meilleur joueur, mais il a été un peu exclu de la NBA, fait qu'il le ramène dans sa ligue c'est une ligue indépendante, ligue privée, genre. Mais il est alcoolique, puis il est toujours sa brosse, puis c'est des problèmes de cœur, etc. Fait il est bon pour être un alcoolique qui vers la rédemption, tu sais. Oui, tout à fait. Puis c'est pas dans Hunger Games aussi qui est ça? Hunger Games. Il est dans l'ancien gagnant, puis il est alcoolo. Zombieland est pas loin de ça aussi. Ouais, c'est ça. Tout à fait.
Fait que il y a Dans son Kingpin, casting. c'était ça, oui, tout à fait. Le monde l'aime. Fait que Natural Born Killers, il est pas de même. Puis, Non. c'est ça. Moi, c'est tout pour moi. Là. Je pense D'accord, que ça pas de couvre. documentaire encore, tu me déçois. Ben non, écoute, tu vas avoir hâte au prochain. Et il y en a la semaine prochaine. D'accord. D'ailleurs. Et c'est ça, il y a d'autres peut-être films plus indépendants, mais là, c'est ça, je pense qu'avec quoi on a parlé de 6 films, là, je pense que c'est correct. Mm-hmm. La semaine prochaine, le 17 mars, La Cordonnière, donc un prochain film québécois qui prend l'affiche, quand même une grosse production. Et DC continue à vider son catalogue avec Shazam 2, la rage des dieux. Et moi, très curieux de voir Inside avec Willem Dafoe, cambrioleur qui se retrouve enfermé dans un espèce de condo sous haute sécurité avec pas de bouffe, pas d'eau, rien. Et qui va peut-être devenir fou. C'est peut-être de même qu'il devient le Green Goblin, on ne sait pas. Et d'ici là, vous pouvez nous écrire comme d'habitude, balado au singulier @monciné.ca. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le nouveau magazine Mon Ciné avec Éric Bruno en couverture, et tu l'avais même interviewé. Et aussi, ben là, je reviens là-dessus, allez écouter notre épisode spécial sur Crépuscule.tueur qui va être... que je mette en ligne dans quelques jours ou qu'il est peut-être déjà. Et le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Votre cinéma favori, en fait. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Ben, sur ça, on vous souhaite de bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais votre cellulaire sonne puis la personne vous demande quel est votre film d'horreur préféré, dites que vous préférez les comédies romantiques. Ça va être bien plus simple. Fever Pitch.